Tour de remercier infiniment Madame Benjelloun de m'avoir invité. Je suis extrêmement touché parce que j'ai participé à écrire un petit chapitre sur le futur ouvrage que vous allez publier. Alors ça m'a particulièrement touché parce que l'urologue se définit essentiellement comme un chirurgien, mais en réalité on n'est pas que des chirurgiens, on est des médecins, on gère beaucoup de médicaments. Et on oublie souvent que ces médicaments ont un impact et des effets secondaires. Quand on travaille à l'hôpital et qu'on est perdu entre les patients, on ne fait pas attention. Et depuis que je suis installé et que j'ai ouvert mon cabinet, j'ai vécu les effets secondaires de mes patients et c'est extrêmement troublant. Alors, autant quand on opère de temps en temps, on se dit « qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'espère que je rends service ». On a l'impression que c'est facile de donner des médicaments, ça ne l'est absolument pas. Il faut vraiment attirer l'attention. J'aurais aimé qu'il y ait autant d'urologues que de cardiologues ici, parce que moi j'ai appris des choses, ça permet de remettre en perspective ce qu'on prescrit. Donc je me retrouve ici parce que je fais beaucoup de pathologies fonctionnelles du bas appareil urinaire et on essaye de sensibiliser autant dans notre société de l'Association marocaine d'urologie sur ces troubles. Donc, est-ce que les troubles urinaires du bas appareil, alors je vais faire une base de sémiologie. Je suis très heureux d'être passé derrière Madame Kanouni parce qu'elle a parlé de physiologie, elle a rappelé le parasympathique et le sympathique. Moi, quand je voyais ça, je me dis ouais, j'ai oublié de dire ça, j'ai pas dû dire ça, mais j'étais très content en fait. Vous avez bien résumé ce que j'aurais pu dire aussi. Donc, les troubles urinaires du bas appareil sont extrêmement courants comme symptômes, extrêmement courants. D'accord? Et ils ont un impact, peut-être pas de pronostic vital, mais un impact majeur sur la vie quotidienne des personnes. On a 3 types de symptômes, je vous les rappelle, parce que quand je parle avec mes amis cardiologues, de temps en temps on me dit « Ah, tu as parlé de ça, c'est quoi ?» Je rappelle juste vivement, on a les symptômes de la phase de remplissage, l'équivalent de la diastole cardiologique du cœur, c'est les problèmes au moment du remplissage de la vessie. On peut avoir des envies fréquentes d'aller faire pipi, on peut se réveiller plusieurs fois pour faire pipi, on peut avoir ce qu'on appelait avant les impériosités mictionnelles, qu'on appelle actuellement les urgenturies, et on a les incontinences liées à ces urgenturies. Donc ça, c'est les symptômes de remplissage. On a les symptômes de la phase mictionnelle. Au moment où on veut faire pipi, on peut avoir une difficulté, ce qu'on appelle la dysurie. On doit pousser pour faire pipi, le jet peut être diminué, on peut avoir des interruptions du jet et on doit attendre le matin pour faire pipi. Donc ça, c'est extrêmement gênant. Donc des plaintes extrêmement fréquentes. Et on a certains symptômes qu'on dit les symptômes de la phase post-mictionnelle qui sont très gênants chez nous au Maroc parce que les patients veulent aller faire leur prière, font leur ablution. Donc on a les petites gouttes retardataires qui sont des symptômes aussi extrêmement fréquents pour lesquels on a souvent une demande de prise en charge. Donc, est-ce qu'ils sont fréquents ces symptômes? Oui, extrêmement fréquents. Les troubles urinaires obstructifs, qu'on qualifie essentiellement entre guillemets de prostatiques, mais ce n'est pas le cas, pas tout le temps, ils représentent à peu près 20%. Donc c'est très fréquent. Les troubles irritatifs, à peu près 11%, et pour ça, on a une parité extrême entre l'homme et la femme. Les troubles irritatifs, les envies fréquentes, on va les avoir autant chez l'homme et la femme des plus de 70 ans. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants? Sans qu'il y ait de pathologie, le vieillissement est un facteur favorisant, le surpoids est un facteur favorisant. Je rappelle juste qu'une perte de poids de 5% chez les patients âgés, quand on leur recommande de faire ça, ils améliorent leurs envies fréquentes de faire pipi. Donc ça demande de la motivation. Et bien sûr, le syndrome métabolique, il impacte autant le cœur que tous les autres organes, et particulièrement la vessie. Donc, est-ce que c'est morbide? Oui, il y a une morbidité de 50% chez les hommes de plus de 50 ans et jusqu'à 80% chez les hommes de plus de 70 ans, chez les femmes aussi. Alors, on connaît la rétention urinaire, chronique, aiguë, l'insuffisance rénale, les calculs, les hématuries, mais il y a un symptôme qu'on oublie souvent, c'est les chutes nocturnes. Le fait de se réveiller la nuit, ça favorise les chutes et les accidents domestiques. Donc, il ne faut pas l'oublier, notamment nous, les urologues. Donc, ces troubles urinaires, ils ont beaucoup de causes. Il y a les causes organiques qu'on essaie de guérir, les tumeurs de vessie, l'adénome de prostate par exemple, les sténoses de l'urètre, les infections, mais il y a aussi des pathologies liées au dysfonctionnement des organes. Alors, comme il y a une insuffisance cardiaque, il peut y avoir une insuffisance vésicale. La vessie peut ne plus fonctionner avec l'âge. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle l'hypoactivité vésicale, qui va donner des symptômes type obstructif, comme si on avait un adénome de prostate, qui n'est pas le cas. On a l'hyperactivité vésicale. Alors j'explique souvent ça aux patients qui ne comprennent pas que leur vessie peuvent leur dire comment on peut avoir des troubles du rythme
et parfois avoir besoin d'un pacemaker, eh bien la vessie peut à un certain âge fonctionner de façon anormale et fonctionner c'est elle qui décide, c'est elle qui commence à décider quand fonctionner ou pas fonctionner. D'accord ? Et on peut avoir les troubles neurologiques qui peuvent être associés, on peut avoir la polyurie nocturne, le fait de se réveiller plusieurs fois parce que notre rein fabrique beaucoup de pipi. Et tout ça, c'est à l'urologue de faire la part des choses et trouver la bonne cause au bon symptôme. Alors, qu'est-ce qu'on a comme thérapie ? On a deux types de thérapies. Les thérapies des symptômes obstructifs, alors vous les connaissez très bien, on partage les mêmes patients et souvent les mêmes ordonnances. Donc on a souvent l'ordonnance du cardiologue et l'ordonnance de l'urologue, et souvent je vois les cardiologues écrire des médicaments que l'urologue prescrit, parce qu'ils sont extrêmement connus. On a les plus connus, c'est les antagonistes des récepteurs alpha-1, les alpha-bloquants, que vous connaissez très bien. On a les inhibiteurs des 5-alpha-réductases, qui n'ont pas particulièrement d'impact sur le système nerveux autonome, et on a les IPDE5. J'étais content que vous en parliez, et donc c'est un de nos médicaments phares. Donc on les prescrit pour les troubles urinaires obstructifs à petite dose. Et on a les troubles urinaires irritatifs dont j'ai parlé pendant la phase de remplissage. On a les anticholinergiques dont vous avez parlé aussi, donc les antagonistes des récepteurs muscariniques, et on a des nouveaux venus, c'est les agonistes des récepteurs bêta-3. Et donc ces médicaments-là peuvent avoir un effet variable sur le système nerveux autonome. Comme la phase de remplissage, elle est sous l'action parasympathique, et la phase de vidange, elle est sous l'action sympathique, moduler les effets de ces systèmes peut indéniablement entraîner des effets secondaires, que ce soit locaux ou à distance. Donc, je vais juste dire quand est-ce qu'on les utilise et comment on fait pour faire attention à l'utilisation de ces médicaments. Donc, quand on a un patient qui a des troubles urinaires obstructifs, dysurie, notre premier médicament qu'on donne, c'est les alpha-bloquants. Donc, ils sont extrêmement utilisés. Et leur avantage, c'est parce qu'ils ont une action rapide, ils ont une bonne efficacité, et en règle générale, ils sont plutôt bien tolérés, bien sûr. Alors, leur but, ils ont un effet compétitif sur les récepteurs alpha avec la noradrénaline. Et ce qui fait qu'ils vont relâcher les muscles lisses du col vésical et donc permettre à la vessie de se vider plus facilement, d'accord, en diminuant les résistances obstructives prostatiques et par là augmenter le débit urinaire. Donc on a trois sous-types de récepteurs. On a les alpha-1 qui sont extrêmement dominants dans la composante musculaire lisse de la prostate. Et donc c'est ceux-là qu'on essaie de viser avec les traitements. Les alpha-1b qui sont plutôt disponibles, qui sont plutôt présents dans les vaisseaux. Donc, et ceux-là vont nous expliquer les effets secondaires. Et les alpha-1d qu'on trouve essentiellement dans la moelle épinière, mais qui expliquent et les effets positifs et les effets secondaires. Donc les molécules que vous connaissez, c'est la tamsulosine. Alors je ne vais pas citer les noms, mais c'est Lumax, Quantiflo, plein d'autres médicaments. Et la xylodosine non disponible au Maroc. Et eux, ces deux molécules, elles sont vendues entre guillemets comme étant très sélectifs alpha-1, donc moins d'effets secondaires sur le système nerveux autonome. Et l'alfusosine, Tiflotrale, Xatrale, doxazosine et tarazosine, les trois sont disponibles au Maroc, seraient moins sélectifs. Donc, ces médicaments diminuent la résistance vasculaire, diminuent la pression artérielle, ont un effet vasodilatateur et altèrent l'adaptation des vaisseaux au moment où on passe en position debout, donc, ce qui va favoriser l'hypotension orthostatique et la tachycardie. Donc, c'est les deux principaux effets secondaires qui, chez un homme de 75 ans ou une femme de 75 ans, en impact, peuvent être assez sévères. Donc, nos médicaments type alfusosine, terazosine, doxazosine qui sont présents au Maroc et souvent prescrits sont plus à risque de faire ces effets secondaires. Alors, petit clin d'œil, si je puis me permettre, parce que ces médicaments, ils ont un effet sur le cœur, mais ils ont aussi un effet sur l'œil. Nous, urologues, on prévient les patients qui vont aller se faire opérer de la cataracte, qui doivent arrêter ces médicaments parce qu'ils relâchent l'iris. Et s'ils relâchent l'iris, les gens, quand ils installent leur lentille ou pour la cataracte, elles n'ont pas où tenir. Donc il faut arrêter ce médicament après. Et il y a un autre effet du système nerveux autonome sur lequel ces médicaments ont effet, c'est sur l'éjaculation. Donc on peut avoir des troubles de l'éjaculation liés à ces médicaments. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ? Bien sûr. Plus le patient est âgé ou la patiente est âgée, par le vieillissement des voies autonomes, la dégénérescence des barorécepteurs, une réactivité vasculaire altérée, l'immobilité, ces effets secondaires vont être majorés. Les neuropathies associées, on a souvent les patients qui ont du diabète, ils vont avoir des troubles urinaires qui vont être amenés à utiliser ces médicaments. Du coup,
ces médicaments, spontanément, vont avoir plus d'effets secondaires chez ces patients. Les patients qui ont la maladie de Parkinson, par exemple, on gère beaucoup ces patients qui ont la maladie de Parkinson. J'ai en face de moi Houda Benjeloun et je sais qu'on a des patients en commun et elle m'appelle en criant « Attention, ne donne pas d'alpha-bloquant, il me fait de l'hypotension. » En même temps, le type, il pisse mal, donc je ne sais pas, donc on essaie de trouver des alternatives. Mais on discute. Et bien sûr, la polymédication. Il y a, vous donnez des antihypertenseurs, nous on donne des alpha-bloquants, ils ont un effet synergique. Quand je donne un alpha-bloquant, j'appelle ou je préviens le patient, ou de préférence j'appelle le cardiologue pour lui dire est-ce que je peux donner ce médicament? Est-ce qu'il y a un danger particulier? Pour ne pas favoriser ou aggraver cette hypotension. Il y a indéniablement des interactions entre les alpha-bloquants, les diurétiques que vous prescrivez parce qu'ils provoquent une hypovolémie et les médicaments psychotropes. On voit de plus en plus de patients qui sont sous antidépresseurs, antipsychotiques avec l'âge. Il faut faire extrêmement attention à leur utilisation. Vous avez parlé de la charge anticholinergique. Je suis extrêmement d'accord. J'ai sur mon ordinateur, et on a poussé les urologues à avoir sur leur ordinateur le logiciel, l'application Internet pour évaluer la charge anticholinergique des médicaments et savoir ne pas surdoser le patient en traitement anticholinergique. Mais je vais en reparler. Les alpha-bloquants, les antidépresseurs, les antipsychotiques, les benzodiazépines, les antagonistes bêta, les inhibiteurs canocalciques, et tout ça, les dérivés nitrés, les opioïdes, tous peuvent provoquer l'hypotension orthostatique indépendamment de chaque médicament. Donc vraiment faire attention. Donc comment on va faire pour faire la prévention? Nous, urologues, déjà on doit se poser la question, est-ce qu'il y a une nécessité à traiter ces patients qui ont des troubles urinaires? Dans toutes les recommandations, avant de donner un médicament, déjà voir si l'hygiène est importante, s'il y a des éléments sur lesquels on peut jouer. Est-ce qu'un patient qui a par exemple 80 ans, qui se réveille 2 fois, est-ce qu'il y a vraiment besoin de lui donner un traitement? Quand on vient le comparer à un patient qui a 50 ans, qui se réveille 2 fois et qui a des réunions le matin, on ne va pas les gérer de la même manière. Donc faire attention à l'utilisation. Donc ce n'est pas systématique de donner un médicament. Ensuite, une fois qu'on décide de donner un médicament, il faut informer, prévenir le patient. Il est impératif de dire au patient, on vous donne un médicament qui peut provoquer cette hypotension orthostatique, qui peut donner une tachycardie, donc soyez vigilants. J'ai déjà discuté plusieurs fois avec des cardiologues, je leur dis, je vais leur donner ce médicament, est-ce qu'on peut le monitorer un peu plus fréquemment et faire attention? Les patients, j'imagine que vous êtes d'accord avec moi, on est tous d'accord que quand on prévient le patient des effets secondaires, il est plus soulagé, il fait plus attention, il vous fait plus confiance que quand on ne le prévient pas et qu'il se tape l'effet secondaire. Très bien. Donc ensuite, on le pousse à faire quelques attitudes. Bon, ça, je ne vous le rappelle pas, vous êtes cardiologue, vous connaissez mieux que moi, mais je le dirais plus aux urologues, il faut que le patient boive dans la journée, il faut qu'il favorise une activité régulière, ne pas rester en position couchée ou assise trop longtemps, bouger souvent, bien sûr, et au moment, le matin, quand il se réveille, écoutez, il prend son temps pour se lever, il prend de l'eau, etc., pour ne pas favoriser cette hypotension. Je rappelle juste que hypotension orthostatique s'associe souvent aussi à la gestion de la nicturie, qui sont les réveils la nuit, qui est la principale plainte pour laquelle viennent les patients. La principale plainte pour laquelle vient un patient chez les urologues, c'est on se réveille la nuit. 2 fois, 3 fois, 1 fois, nombre de fois. Et, petite information, la prostate ne participe au réveil la nuit que dans 20% des cas. D'accord? Il y a énormément d'autres pathologies qui participent. Donc, et cette nicturie et l'hypotension orthostatique participent à 80% des chutes. Et 80% des chutes sont liées, plus de 40% des chutes sont liées dans les toilettes. Donc on doit prévenir les patients qu'il faut qu'ils améliorent la mobilité. Nous, urologues, on dit aux patients, vous vous réveillez la nuit, on vous donne des médicaments, on essaie d'améliorer ça, mais il faut que vos toilettes soient à côté. Si vous avez des petits-enfants ou des enfants, les jouets, il ne faut pas les laisser par terre. Les fils électriques, faites gaffe aux marches. Donc, toutes ces petites choses qu'on doit leur dire pour éviter les accidents nocturnes domestiques. Éventuellement, installer des rampes. En tout cas, faciliter le déplacement dans la chambre la nuit, allumer la lumière. Donc, et enfin, nous, on doit adapter la posologie des alpha-bloquants. On essaie de commencer par des faibles doses qu'on va augmenter éventuellement. On favorise l'administration le coucher, bien qu'avec le temps, le patient peut décider de le prendre le matin en fonction de ses habitudes, mais essentiellement le coucher pour, au moins quand il y a cette hypotension, ou cette dévertise, elle se passe pendant la position couchée. Et bien sûr, favoriser les libérations prolongées.
Alors, est-ce qu'il y a des alternatives? Quand cette hypotension n'est pas gérable, les effets secondaires, eh ben, on peut donner des médicaments qui sont sans aucun effet hypotenseur, phytothérapie, les 5-alpha-réductases, ou proposer des thérapies type intervention désobstructive, non invasive ou invasive. Ça, c'est plus des discussions avec le patient. Donc, petit clin d'œil aux IPDE5, Viagra, Cialis, Tadalafil, qu'on peut proposer pour ces types de traitements. Alors, leurs effets secondaires sur le système nerveux autonome sont extrêmement faibles. Ils peuvent avoir la vasodilatation, vont donner des tachycardies ou des gènes, des douleurs, mais elles sont faibles. Et il y a eu une grosse étude qui est sortie l'année dernière pour dire plutôt l'effet protecteur des IPDE5 sur le système cardiaque, ou ce système donc avec moins d'accidents cardiovasculaires de 13%, on diminue le risque d'insuffisance cardiaque, d'angine de poitrine, etc. Donc c'est quand même un médicament qui peut être une bonne alternative aux alpha-bloquants, mais moi, à mon avis, un peu moins efficace. Donc l'autre versant, c'est les anticholinergiques, les antagonistes des récepteurs muscariniques qu'on utilise pour les syndromes irritatifs. Un patient qui va faire pipi souvent. Excusez-moi, j'utilise le terme pipi, mais moi j'utilise tous les jours, ça me semble évident de le dire. Chez les patients qui ont des urgenturies, qui ont des fuites, c'est une plainte importante. Donc on donne les anticholinergiques qui, eux, inhibent l'excitation des récepteurs muscariniques parasympathiques par compétition avec l'acétylcholine. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va bloquer la contraction du détrusor, de la vessie, au moment du remplissage, et donc diminuer les urgenturies, diminuer la polacurie, diminuer l'incontinence urinaire. Les symptômes, je vous rappelle, il y a une parité. On a autant d'hommes et de femmes qui se plaignent de cette symptomatologie surtout au-delà de 70 ans. Donc on a 5 sous-types de récepteurs. Le M2, c'est le plus fréquent, et il est situé dans la vessie, le cerveau, les yeux, les ganglions sympathiques, les glandes salivaires et le cœur, ce qui explique les bons effets secondaires. Et celui qui est plus important dans la vessie, c'est le M3. On n'a pas de médicament actuel qui peut viser que ce récepteur. Donc du coup, on se tape les effets bénéfiques, mais aussi les effets secondaires. Les médicaments sont tous disponibles, sauf le dernier. On a l'oxybutinine, vous le connaissez, ditropan, Urostat. On a la solifénacine, disponible au Maroc. Les autres, tolterodine a été retiré du marché marocain, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc 2 médicaments principalement disponibles au Maroc. Donc leur impact via les récepteurs extravésicaux, dont se plaignent beaucoup les patients, c'est la sécheresse buccale. Donc, et ça aboutit souvent à un arrêt de prise de ces médicaments, la constipation, la tachycardie, les étourdissements. Alors, ces symptômes, chez un patient qui a 40 ans, ce n'est pas très grave. Mais chez un patient qui a 70 ans, j'ai eu déjà des patients qui m'ont appelé avec les étourdissements qui étaient limite des comas. La famille m'appelle, me dit, le patient, il ne parle plus, il ne répond plus. Donc vraiment, l'impact, il peut être multiplié par 100 en fonction du patient. Et d'autant plus si la capacité cognitive est altérée ou l'âge est avancé. Donc, je l'ai mis en petit, vous l'avez mis en grand, j'aurais dû le mettre en grand, en réalité. Évaluer la charge anticholinergique, c'est les patients âgés, parce qu'ils sont polymédiqués, parce que tous les médicaments, quasiment tous les médicaments, ont un effet anticholinergique. L'oxybutinine, la solifénacine, elles ont cet effet principal, mais tous les médicaments l'ont. Donc il faut savoir évaluer cet impact anticholinergique, qui est facile via Internet de le faire. Donc pour ne pas provoquer de tachycardie, qui peut être grave, ou de constipation qui peut être quasiment un syndrome subocclusif chez un patient âgé, ou une confusion qui peut être légère chez un patient de 40 ans, mais qui peut être extrêmement sévère chez un patient de 80 ans. Et la rétention urinaire, ça serait dommage. Donc, la même chose, on adapte la dose de façon progressive, on préfère les médicaments qui n'ont pas de passage hémato-encéphalique pour éviter les altérations cognitives. On préfère les médicaments à libération prolongée. Non disponibles au Maroc, on a les topiques ou les patchs qui sont les meilleurs, l'oxybutinine en patch, pas disponible au Maroc, mais qui est un très bon médicament. Et enfin, discuter avec le cardiologue à quel moment on donne le diurétique pour éviter les réveils la nuit qui favoriseraient ou non l'utilisation des médicaments anticholinergiques. On a des tips, moi je dis souvent aux patients, on doit dire souvent aux patients, de faire une sieste en milieu de journée, lever les jambes pour favoriser que les œdèmes des membres inférieurs soient éliminés dans la journée, et du coup le patient se réveillerait moins, éventuellement ne pas donner de traitement du tout. L'alternative
Alors c'est les bêta-3 agonistes, donc la même chose, c'est des agonistes puissants sélectifs des récepteurs bêta-adrénergiques, et ce médicament favoriserait la relaxation de la vessie du détrusor au moment du remplissage. Aucun de ces médicaments n'est disponible au Maroc. Il a été retiré, je ne sais pas pourquoi, c'est le mirabegron qui existait. Donc il a surtout une prédominance dans les cellules musculaires lisses du détrusor, favorise la relaxation du détrusor et donc améliore la capacité vésicale. Et améliore par là les effets des réveils la nuit, de la pollacurie et de l'incontinence. Alors sur une grosse méta-analyse qui inclut la gestion de ces hyperactivités vésicales par anticholinergique et mirabegron, les bêta-3 ont très peu d'effets secondaires, surtout des troubles de l'hypertension et des céphalées, mais tout à fait gérables. Donc il est contre-indiqué dans l'hypertension sévère non contrôlée, ce qui est rarement le cas chez les patients qu'on observe. Donc en conclusion, est-ce que les troubles urinaires sont fréquents? Oui, ils sont fréquents. Est-ce qu'ils ont un impact réel sur la vie de tous les jours? Ils l'ont, extrême. Est-ce que les médicaments qu'on utilise ont un impact des effets secondaires sur le système nerveux? Ils l'ont. Il faut trouver le juste équilibre. Et ce juste équilibre, il faut prévenir le patient, collaborer avec les cardiologues, bien sûr, et rester vigilant. Je vous remercie.